Bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc, pour ce webinaire qui va traiter, comme vous le savez, du plan de secours SAP Business Objects. Donc très rapidement, la présentation. Donc Moufid Amish, c'est moi qui parle actuellement, donc c'est moi que vous voyez sur la droite. Donc je suis directeur commercial au sein de GBN Smith et je serai accompagné donc aujourd'hui de Patrick Perrier, qui est notre directeur analytique du Center of Excellence. Certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà. Si ce n'est pas le cas, enchanté. Et donc, si tu peux passer la slide, Patrick, s'il te plaît. Donc, avant de débuter, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude justement de participer à nos webinaires, quelques règles qui deviennent maintenant habituelles. N'hésitez pas à soumettre vos questions à tout moment. Vous avez un chat sur le côté dans le panel de ce webinaire pour pouvoir poser vos questions. On y reviendra à la fin. On essaiera de répondre à toutes vos questions. On vous enverra également l'enregistrement de ce webinaire. Une fois qu'il sera terminé, vous allez recevoir l'enregistrement, donc pas d'inquiétude. Et enfin, une petite demande de notre côté. Encore une fois, à la fin de ce webinaire, il y a un petit sondage pour savoir un peu ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On vous remercie si vous prenez le temps de le compléter. Ça prend vraiment 10 secondes, même moins de 10 secondes, et ça nous aiderait beaucoup. Super, merci Moufid. Donc voilà, donc ce webinaire, évidemment, comme le Moufid le disait, sur comment se préparer et construire son plan de secours pour SAP Business Objects. Donc, avant de commencer, il y a 3 termes clés auxquels on va faire référence pendant ce webinaire. Donc, c'est juste important de bien les expliquer avant de commencer. Donc, en anglais, donc le MTD, le Maximum Tolerable Downtime, donc en français, la durée maximale d'interruption admissible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour vous, quel est le temps acceptable pour que SAP Business Objects reste arrêté? Donc, quand on crée son plan de secours, certaines compagnies, et j'y reviendrai un peu plus tard, vont dire, bon, nous, franchement, si Business Objects ne marche pas pendant 4 heures, ça va, on peut gérer. D'autres vont dire, bon, une journée ou deux, ça va aussi. Il y en a d'autres qui vont dire, non, en tout temps, parce que mes utilisateurs sont en mode self-service, je ne sais pas ce qu'ils font, quand ils le font. On a des planifications qui tournent, on a du contenu distribué. Donc voilà, donc certains d'entre vous, ça sera en minutes, en heures, en jours, à savoir quel est le temps acceptable pour que Business Objects reste arrêté. Aussi, quand on définit son temps de secours, il y a le RTO, le Recovery Time Objective, ou l'objectif de temps de récupération. Donc, ça, c'est quel est le temps accepté pour restaurer Business Objects. Encore une fois, je vais y revenir, mais quand on parle, bon, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais du Business Objects, dont 15 étant consultant. Souvent, je voyais des compagnies où ils me disaient, oui, bon, moi, Business Objects, c'est bon, une demi-journée, je peux gérer. Mais quand on parlait peut-être à leur informatique, eux, c'était, ah ben non, nous, il nous faut une journée pour le remettre en marche pour peu importe leur raison. Donc, ces termes-ci sont définis, il faut les définir en équipe, entre l'équipe utilisateur, le business, les business units et aussi l'informatique, ce qu'ils sont capables de faire avec les méthodes qu'ils ont. Et finalement, et ça, c'est peut-être la plus importante et c'est celle que je vois le plus souvent, peut-être pas ignorée, mais peut-être laisser un peu de côté, c'est le RPO, Recovery Point Objective. Et ça, en fait, c'est quelle est la perte de données maximale admissible. Donc, vous dites que c'est bon, Business Objects ne marche pas pendant 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Business Objects tombe à 1 heure de l'après-midi. D'accord. Donc, il faut qu'ils reviennent d'ici la fin de journée pour que les planifications nocturnes marchent comme d'habitude. Mais si l'informatique a fait son dernier backup la nuit dernière, la nuit d'avant, ben en fait, vous allez perdre tout ce qui a été fait dans la matinée. Vous allez perdre 4 heures, en plus de perdre l'utilisation de 4 heures tout l'après-midi. Donc, voilà, je répète, le RPO, c'est combien de temps et de données êtes-vous prêt à perdre lors d'un incident? Et ça, c'est encore quelque chose qui est vraiment
important à considérer. Et pour information, il y a donc des organismes de normalisation qui donnent certaines préconisations et qui estiment justement que les sociétés qui sont essentielles doivent être capables de restaurer leur business object dans un délai de 12 heures et que leur système de secours doit être viable au moins de 30 jours. Donc ça vous donne un peu une idée de l'objectif vers lequel vous devez vous rapprocher en fait. Oui, absolument. Et là, donc, on a un petit sondage pour vous. Donc, en fait, on voulait vous demander quel est justement votre RPO pour SAP Business Objects. Donc, juste pour vous le rappeler, le RPO, c'est pour vous, pour votre entreprise, combien de données et de temps êtes-vous prêt à perdre si le serveur Business Objects devait arrêter de fonctionner? Je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont répondu. Je vais partager, les résultats. Donc, il y en a qui sont prêts à attendre jusqu'à temps qu'ils reviennent de Hawaï. Vous êtes chanceux. D'accord. Donc, je vais fermer le sondage maintenant. Voilà. Je vais partager les résultats rapidement. Donc, on voit que, bon, une bonne moitié d'entre vous, c'est moins de 12 heures. D'autres en 12 et 24 heures. Je pense que c'est effectivement les genres de résultats que je m'attendais à voir. Donc, merci d'avoir partagé. Et donc, pour mettre en place ce plan de secours, on s'appuie sur 6 principes que vous avez à l'écran, qu'on va détailler juste après, bien sûr. On va revenir en détail sur chacun des principes, mais avant de parler de ces principes, il y a une notion très importante qu'on doit comprendre et qu'on doit évoquer, c'est la différence entre les systèmes et les systems. Donc les systèmes, en termes quand on parle de restauration, un système, en fait, ça peut être un ETL, une base de données, un business object, ça c'est un système. Par contre, il faut prendre en compte en termes de restauration ce qu'on appelle les systems avec un S. Et donc les systèmes, c'est l'ensemble des systèmes en fait. C'est l'ETL plus Business Object, plus la base de données, plus tout ce qui vient en fait, tous vos systèmes en fait en somme. Cette notion est très importante parce que, je vous donne un exemple simple, peut-être que vous avez des solutions collaboratives comme SharePoint Online par exemple, où vos utilisateurs consommeraient des rapports Business Object. Et peut-être que même ces utilisateurs ne savent même pas que ce sont des rapports Business Object. Donc vous comprenez assez facilement que si votre Business Object tombe ou plante, ça va impacter non seulement Business Object, mais ça va impacter aussi l'ensemble de votre système justement, dont les utilisateurs qui consommeraient par exemple des rapports BO sur SharePoint. Voilà. Et donc le premier principe qu'on voudrait évoquer, c'est, donc vous l'avez à l'écran, c'est comprendre la stratégie de l'entreprise et savoir comment Business Object s'intègre en fait dans cette stratégie globale. Donc il y a quelques notions très importantes ici. La première des choses, c'est de savoir quel est votre MTD, RTO et RPO. MTD ou DMIA, c'est la même chose. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut absolument que vous le sachiez. C'est peut-être aussi quelque chose qui est déjà défini dans votre accord de niveau de service ou SLA en anglais. Mais c'est des notions qu'il faut absolument connaître si vous voulez mettre en place un plan de secours efficace. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de savoir également, est-ce que votre DMIA est le même tout le temps? Est-ce que par exemple, à la fin de l'exercice, en période de clôture, est-ce que votre DMIA est le même ou est-ce qu'il change? C'est très très important. Et aussi, justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de savoir en fait votre stratégie, comment Business Object s'intègre dans votre stratégie. C'est quelque chose de très très important. Et ensuite, ça nous amène donc du coup au deuxième principe, qui est le deuxième principe, Patrick, si tu veux passer la slide s'il te plaît. Le deuxième principe, pardon, qui est de comprendre donc l'impact de Business Object au sein de votre entreprise. Donc ça, c'est
un des principes les plus importants pour nous, c'est de savoir en fait à quel point Business Object est critique dans votre entreprise. Est-ce que si Business Object plante, quel impact réel cela va avoir dans la stratégie globale et dans ce que j'évoquais dans votre système. D'accord? Donc pour ça, il faut savoir bien entendu d'où viennent les informations de Business Object, quelle est la source de données. Ça, c'est très complexe pour les solutions d'analytics parce que les sources de données peuvent être multiples. Ce qui est important de connaître aussi à cette étape-là, c'est de savoir combien de documents sont planifiés et où est-ce qu'ils vont surtout. J'ai évoqué tout à l'heure l'exemple de SharePoint, mais on a d'autres exemples. Le principe est simple, c'est de si Business Object tombe, vos documents planifiés ne partiront plus. Donc c'est vraiment important de connaître ça en amont pour savoir quel sera l'impact si jamais il y a un problème quelconque. Et enfin, ce que je disais, c'est de savoir combien sont planifiés, mais surtout où va le contenu. Est-ce que c'est destiné à des plateformes collaboratives? Est-ce que c'est planifié par email? Est-ce que ça va sur des serveurs FTP ou autre? Et là, je Et crois donc, oui, que... Oui, pardon, vas-y. ouais, en fait, Moufid, et ce que je voulais ajouter, c'est que avant de définir, de se dire, bon, moi, j'ai des backups qui tournent à tous les jours, avant de se dire si c'est bon ou pas de faire ce genre de backup, ou comme Moufid a dit, de faire les backups sur tous les différents systèmes auxquels Business Objects se connectent pour soit extraire de la donnée ou envoyer une information. Les deux premiers principes, c'est vraiment de comprendre à quel point Business Objects est important pour nous et de comprendre quel serait l'impact si on perdait Business Objects pendant un certain nombre de temps. Et c'est sans surprise que dans cette dernière semaine, nous, on parle, moi en particulier, avec Moufid, avec mes collègues dans les pays nordiques ou même aux États-Unis, on parle à des clients qui maintenant se rendent compte à quel point, pour gérer ce qu'ils font dans la situation actuelle, encore plus qu'avant, si Business Objects devenait indisponible, à quel point ce serait un problème plus important qui le pensait avant. Donc, ce qui est la raison pourquoi, d'ailleurs, on a décidé de faire ce webinaire. On nous a tellement dit que on a des discussions tellement fréquentes en ce moment sur les plans de secours qu'on a décidé qu'on partagerait certaines informations avec vous. Et d'ailleurs, on a l'exemple récemment, on a discuté avec une compagnie de téléphone qui nous a clairement dit que si Business Object venait à tomber, l'impact serait bien plus important que ce qu'ils subissent actuellement avec la crise du coronavirus. Donc ça nous montre bien en fait que ça nous permet de prendre conscience de l'impact de Business Object au sein d'une organisation et c'est ce qu'on veut pointer du doigt. Donc le troisième principe et la troisième étape est assez simple, c'est créer un plan de secours. Donc pour ça, il y a quelques notions et quelques étapes à valider. C'est de forcément, comme je l'ai dit à la première étape, déterminer votre RTO et votre RPO. Donc ça, c'est la première étape pour créer un plan de secours. C'est de déterminer ces notions-là. Une fois que vous avez fait ça, c'est de savoir est-ce que votre plan est fiable. Est-ce que votre plan est fiable? Ça veut dire est-ce que simplement il doit être facile, rapide à mettre en œuvre, il doit être surtout robuste. C'est ça que je veux dire par fiable. Et enfin, deux notions très importantes qu'il faudra prendre en compte pour mettre en place un plan de secours, c'est l'intégrité des données. Il faut absolument s'assurer que ce que vous restaurez est fiable, encore une fois, en termes de données, de sécurité, que toutes les données que vous restaurez sont j'allais dire accurate en anglais, mais sont fiables. J'ai pas d'autres mots en français. Et surtout, il faut aussi s'assurer qu'il manque aucun objet. Ça veut dire que ce que vous aviez avant, vous récupérez tous les objets que vous aviez avant après. Ça, c'est logique. Et la deuxième notion qui est souvent oubliée, c'est la notion de performance. Il faut prêter une attention particulière aux performances. Et l'objectif, bien entendu, c'est que ce soit le moins impactant possible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points clés pour pouvoir mettre en place un plan de secours efficace. L'étape d'après,
une fois que vous avez déterminé tout ça, c'est nous ce qu'on vous conseille, c'est de documenter tout ça. Donc il faut documenter ce qu'on va faire, le mettre sur papier bien entendu, pour que ce soit accessible. Et quelque chose de très très important également à cette étape, c'est de s'assurer que le plan est exécutable par tout le monde potentiellement, mais par un certain nombre de gens. Donc c'est ce que je disais juste avant quand je parlais de plans fiables, qui soient robustes, exécutables et faciles à exécuter justement. C'est ici qu'on vient le documenter et qu'on s'assure qu'il est justement exécutable par tout le monde et par plusieurs personnes, au cas où vous comprendrez que la logique des choses, c'est s'il n'y a qu'une seule personne qui est formée de votre côté, il faut, et que la personne est indisponible au moment où ça plante, notre plan ne sert à rien. Donc il faut absolument former plusieurs personnes et que tout le monde ait le même niveau de formation et puisse l'exécuter assez facilement. Et donc ce qu'on vous conseille, c'est de faire simplement une checklist pour documenter les étapes. Voilà. Et l'étape d'après, naturellement, une fois que vous avez fait tout ça, vous l'avez documenté, vous avez formé les personnes, c'est de tester votre plan. Alors ça, c'est une des étapes les plus importantes, forcément. Il faut tester votre plan et il faut le tester régulièrement. Si vous le testez, si votre dernier test a eu lieu il y a 2 ans, que vous avez fait un certain nombre de mises à jour entre-temps, il y a 90% de chances que votre plan comporte des failles. Il faut absolument que vous le testiez régulièrement pour pouvoir s'assurer que votre plan est efficace justement. Et donc, ce que je disais aussi, donc le tester les performances, ça encore une fois c'est important. Et enfin, il y a une notion qui est très importante qu'il faut absolument prendre en compte lors de vos tests, c'est comment gérer les utilisateurs et le contenu pendant le RPO, donc pendant le temps de récupération. Et enfin, une question qu'il faut se poser, certains d'entre vous répondent peut-être à des normes, à des réglementations. Je pense à des normes de type SOX, FISMA ou même GDPR plus récemment. C'est quid du contenu réglementé en fait. Qu'est-ce que ce contenu devient pendant ce temps de récupération? Ça, c'est vraiment des notions très importantes lors de vos tests à prendre en compte. Et enfin, un conseil également, c'est planifier le pire scénario, ce que vous voyez écrit, mais surtout planifier tous les scénarios possibles. Essayez de planifier un maximum de scénarios et de les tester. Ça vous évitera forcément des ennuis par la suite, puisque plus vous planifiez de scénarios, plus vous avez de chances de vous y être préparé. Et en deuxième temps, c'est planifier le pire scénario, ce qui peut arriver de pire, pour pouvoir en fait mener à bien vos tests et vous préparer à tout. Et la dernière étape de cette étape, pardon, et je te laisse la parole, Patrick, c'est, je parlais de checklist tout à l'heure. Une fois que vous avez fait vos tests, mettez à jour votre checklist. Il y a forcément des choses qui vont peut-être être ajoutées, des choses qui vont être retirées parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être inutile. Donc c'est à cette étape-là où vous allez mettre à jour vos documents, votre documentation, votre checklist, etc. Oui, j'allais juste dire que j'y reviens tout à l'heure sur une liste de scénarios, mais souvent, moi, je vois que les gens se préparent pour le pire des scénarios, comme perdre son data center ou perdre un serveur complet ou perdre le réseau. Donc, ce sont quand même des gros problèmes qui ne sont pas très fréquents, mais je vois souvent que les compagnies sont mal préparées pour en fait des problèmes qui sont moins pires, mais plus réguliers. J'y reviens tout à l'heure. Et enfin, la dernière étape qu'on vous préconise vraiment, c'est donc l'étape d'avant, c'était de faire vos tests. Cette étape, c'est de faire des tests également, mais de faire des tests, ce qu'on appelle des tests de vraie vie. Vraiment tester en situation réelle votre plan en fait. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'entre la théorie et la pratique, on peut se rendre compte parfois qu'il y a un gouffre. Donc on a un exemple, je pense que Patrick, tu en parleras peut-être mieux que moi, mais d'une banque qui, tous les X temps, force l'utilisation de son site B en fait.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un truc assez commun, je dirais, dans les grosses compagnies. On a un site A sur un data center dans une ville. Tous les systèmes sont là pendant 6 mois. Et puis, le 6 mois d'après, ben, tout est basculé sur l'autre site, dans une autre ville. Euh, et ils utilisent ben, les systèmes l'autre 6 mois dans cet autre data center. Donc, ça prouve évidemment que pendant 6 mois, les data centers tournent. Bon, ça, c'est tant mieux. Mais ça ne représente pas la vraie vie de qu'est-ce qui arrive si on doit faire une bascule tout de suite de certains systèmes, pas tous les systèmes. Donc, il faut s'assurer que tout soit bien préparé. Mais pour moi, ce que je vois en fait plus souvent que ce genre de situation, c'est des compagnies où ils ont un serveur, on va dire, de pré-production. Ils ont un serveur de bac à sable. Ils font un test. Bon, est-ce qu'on a des connaissances techniques? Est-ce qu'on sait comment gérer, de faire une restauration ou de remettre des choses en marche? Bon, peu importe quel était le problème. Et puis, bon, ils se disent, bon, ça y est, on est OK, on a tout ce qu'il faut. Mais comme ça, c'est plutôt des tests comme pour la slide numéro 5, ou pas la slide, mais pardon, le principe numéro 5 où on documente, on teste, on forme. Ça, c'est pas un test de vraie vie. Un test de vraie vie, c'est est-ce que j'ai une architecture similaire ou équivalente? Est-ce que j'ai tout documenté pour que ce soit disponible sur un autre site avec les mêmes performances? Est-ce que je sais comment revenir en arrière une fois que le désastre est terminé? Est-ce que je sais comment euh, revenir sur mon environnement de production? Donc, vraiment faire un test de vraie vie, un peu comme cette institution financière que vous faites discuter tout à l'heure. Euh, c'est quelque chose qui est souvent peu fait et qui reste pas moins important. Bon, Exactement. Et donc, oui, juste un mot sur cette institution financière. Donc, comme j'ai dit, elle force vraiment l'utilisation chaque X temps, elle force la bascule vers son site B. Ça leur a permis, en faisant ces tests, de se rendre compte que la bascule de A vers B se faisait assez bien, mais la bascule de B vers A se faisait moyennement bien. Donc, c'est ce test de vraie vie-là qui a permis de vraiment corriger les problèmes euh, qu'ils avaient en fait. Ils s'en seraient pas rendu compte sans ce test de vraie vie si c'était juste limité au test, comme l'a dit Patrick, théorique. ouais, donc si je fais juste une petite analogie rapide là, avec un iPhone, parce que je ne sais pas qui j'ai en ligne ce matin, si vous êtes des business units ou de l'informatique, mais pensez avec votre iPhone. Donc, si on récupère les 6 principes, Euh, comprendre la stratégie d'urgence. Donc ça, c'est encore une fois, c'est les MTD, donc la durée maximale d'interruption, combien de temps pour récupérer, puis quelles données je suis prêt à perdre. Donc moi, si je prends mon iPhone, c'est mon outil de travail. Donc, évidemment, le perdre pendant plus d'une journée, ce serait un problème. Mais ensuite, c'est mon téléphone perso aussi. Donc, si je le perdais après le travail, ben, ce sera encore un problème, peut-être plus gros. Donc voilà, comprendre qu'est-ce qui serait un problème pour moi en termes de temps et en termes de récupération. Donc, voilà, donc si j'avais à perdre mon téléphone maintenant, bon, je peux sûrement peut-être survivre toute la journée, mais j'ai des données dessus que je ne sais même pas si mon backup iCloud a marché ou pas parce que je manque toujours d'espace. Donc, voilà, est-ce que je suis prêt à perdre des données ou pas? Donc, comprendre l'impact. Bon, oui, c'est un téléphone, oui, je peux faire des appels, mais bon, c'est un smartphone. Donc, évidemment, pas dans des temps actuels, mais normalement, quand je suis sur la route, quand je voyage voir mes clients, j'ai besoin de pouvoir lire, écrire des emails, communiquer avec mes collègues, avec les applications de messagerie. J'ai accès à toutes mes données dans le cloud. Nous, on est tous sur Google Applications ici, donc grâce aux applications, j'ai accès à tous mes rapports, mes données, mes notes. Mais encore plus important, ça me sert de hotspot quand j'ai pas accès à du Wi-Fi. Donc, quand j'ai besoin de faire des démos en live chez des clients ou peu importe, et que le Wi-Fi n'est pas disponible ou pas bon, mon téléphone est source de hotspot. Donc, l'impact, du coup, elle est grosse. Donc, comment faire un plan de secours avec un téléphone?
bon, je ne vais pas avoir un deuxième téléphone en stand-by, ça serait un peu riche, mais bon, est-ce que mes applications sont disponibles sur un portable ou j'ai peut-être un iPad ou une autre tablette que je peux utiliser entre-temps? Comme je le disais, nous, on est tout Google, donc je peux vivre très bien avec un téléphone, même mon WhatsApp, je peux le faire avec un explorateur sur mon portable, donc tout va bien. Mais mon plan de secours, ça reste aussi savoir où est-ce que j'ai un magasin pour réparer mon téléphone. Comme je disais tout à l'heure, il faut prévoir pour tous les scénarios. Mon téléphone qui brise complètement, ce n'est pas la même chose que si je l'échappe et je craque mon écran. Donc, il faut que je sois prêt à avoir différents niveaux de solutions pour savoir quoi faire. Bon, documenter et former, dans le cas de mon téléphone, c'est quoi? Connaître la liste, avoir la liste des applications que j'utilise sur mon téléphone, de savoir quel est l'équivalent à retrouver soit sur une tablette, soit sur mon portable, les sites web par exemple. On rigole beaucoup là-dessus, mais j'allais dire les mots de passe, les usernames et les mots de passe, tout ça c'est sauvegardé dans les apps. Souvent, on les oublie à moitié. De bien avoir cette information en quelque part. Et tout ça, ça reste vrai. Tout ce que je dis, ça reste vrai pour vos systèmes de Business Objects et autres. Donc, numéro 5, faire des tests. Bon, dans mon cas, c'est être sûr que mes tests de backup sur le iCloud marchent. Est-ce que j'arrive à me connecter sur les sites web? Bon, donc vraiment m'assurer que ça marche. Bon, et puis si je voulais faire un test, faire un test dans la vraie vie, bon, avec un iPhone, c'est peut-être un peu plus difficile, mais c'est vraiment de ne pas juste s'assurer que je peux me connecter, mais s'assurer que je pourrais vraiment ne pas utiliser mon téléphone pendant une journée, qui est le MTD que j'ai défini tout à l'heure, de juste utiliser mon portable et m'assurer d'être capable de faire mon travail à tous les jours. Ça serait vraiment faire un test de vraie vie. Donc, je ne sais pas si cette analogie a aidé à expliquer certains des principes que vous faites à expliquer, mais je voulais juste montrer que ces principes, ce n'est pas que pour Business Objects, c'est absolument pour tout ce qui vous entoure. Et donc maintenant, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est justement comment vous faites vos sauvegardes aujourd'hui. Donc, le choix multiple est possible, hein. Peut-être que vous utilisez plusieurs choses que vous avez à l'écran. Donc, est-ce que vous le faites avec du BobJ? Est-ce que vous sauvegardez sur vos serveurs? Peut-être que vous utilisez des VM. Peut-être que vous faites même peut-être pas de sauvegarde du tout ou que vous ne savez pas. Donc, on va vous laisser encore une fois quelques secondes pour y répondre et on en rediscutera juste après. Je vois que certaines personnes répondent. On a déjà pas mal de réponses, donc on va encore laisser 10 secondes et on va partager les résultats, je pense. Oui, donc la suite de cette présentation, maintenant qu'on a parlé des principes, je vais parler des différents scénarios et des solutions possibles. Et je vais dire, pas que les solutions, mais les avantages et les inconvénients des différentes façons de faire des backups avec Business Objects. D'accord. Donc, je vais fermer ici. Les résultats, encore une fois, ne me surprennent pas. Certaines personnes d'entre vous font du LCM Bearfile en manuel. Je vais y revenir pour ceux qui ne connaissent pas. Faire les backups des dépendances de la base de données système, de l'audit, du file store, bien sûr, les backups des serveurs. C'est un minimum. Je suis content de voir que tout le monde sait et que tout le monde fait au moins quelque chose. Donc, ça, au moins, c'est positif. Je dois cliquer ici. Voilà. Donc, OK, je disais tout à l'heure qu'il fallait se préparer pour tous les scénarios. Vous faites d'en parler, j'en ai parlé aussi. Donc, il y a différents types de scénarios. Bon, j'ai cassé le serveur. Ça veut dire quoi, ça? J'ai installé Service Pack 8. Ça s'est mal passé pour peu importe la raison. Le serveur ne marche plus. Je dois revenir en arrière. Bon, système assez commun. Ou j'ai changé une configuration. Mon IT a changé un mot de passe système pour d'Active Directory. Donc, du coup, mes services ne redémarrent plus.
j'ai changé quelque chose sur ma base de données ou la base de données système et donc le CMS ne débarque plus. Bon, vous voyez, vous avez fait un truc ou quelqu'un fait un truc en quelque part et le logiciel ne fonctionne plus. Bon. C'est quelque chose qui n'est pas très fréquent, mais qu'il faut quand même se préparer. Le cas le plus fréquent et où on voit que le monde est très mal préparé, et ça, je le vois depuis toute ma carrière, c'est avoir du contenu, critique ou pas, mais on va dire important, que soit été supprimé manuellement, par erreur ou par des règles, des limites d'instance, par exemple, bon, peu importe. Donc, vous avez du contenu qui a été supprimé ou corrompu. Corrompu, ben, l'objet ne marche plus, quelqu'un a fait des modifications qui fait en sorte que les formules ne marchent plus ou le rapport ne fait plus ce qu'il doit faire. Donc, voilà, il est corrompu. Si on va être honnête, c'est le truc qui arrive le plus souvent des utilisateurs, plein d'administrateurs avec différents niveaux d'expérience et d'accès, se connectent à Business Objects, suppriment des trucs automatiquement ou manuellement, ou corrompent du contenu en faisant des erreurs dans des univers ou des rapports. Donc ça, c'est c'est vraiment celui, moi, si j'étais vous, à vous demander après ce webinaire, est-ce qu'on est vraiment prêt à revenir si quelqu'un nous appelait à 2 heures cet après-midi? Ah, j'ai tel univers ou tel Webi ou tel rapport dans mes dossiers personnels ou publics, ben, il ne marche plus maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Problème le plus fréquent. Bon, des actions malveillantes, peut-être pas très fréquent non plus, mais il faut quand même s'y préparer. Quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, ou des hackers ou du ransomware, c'est pas non plus qui arrive jamais non plus. Mon contenu, il est perdu, mais par des raisons externes. Donc voilà. Ça, Bon, c'est quelque chose qu'on prend peut-être pas trop en compte, ce point numéro 3, mais c'est quelque chose qu'on rencontre, je dirais pas fréquemment, mais qu'on a rencontré en tout cas récemment au sein d'une agence fédérale aux États-Unis qui a eu ce type de problème. Donc, c'est pas quelque chose auquel les entreprises pensent forcément, mais je peux vous garantir que parfois ça arrive. Donc, pensez-y. ben, en fait, c'est que les actions malveillantes, c'est dépendamment de qu'est-ce que c'est sur un virus, un ransomware ou quelqu'un qui veut vraiment faire du mal, ils vont faire des actions sur lesquelles vous n'êtes pas préparé, justement, parce que c'est un peu du n'importe quoi. Voilà. Bon, 4, on peut y aller plus grave. Hein. Le data center est tout simplement plus disponible. Bon, moi, je l'ai vu dans mon ancien job. La clim dans la salle des serveurs avait arrêté de marcher. Tous les serveurs, ils sont tombés. Donc, voilà, le détail ou des inondations. Bon, je suis sûr que vous avez eu des histoires comme ça aussi. Donc voilà. Donc, ça, c'est le cas peut-être le pire. C'est celui dans lequel vous êtes peut-être prêt, mais bon, il faut se demander si tous les scénarios vous êtes prêts ou pas. Bon, puis finalement, un problème matériel. Donc, on peut parler de problème logiciel, il y a un problème matériel, il y a peut-être un seulement serveur qui ne marche plus, les autres marchent très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bon, il y a beaucoup de textes ici. Encore une fois, on l'expliquait, cette présentation vous sera partagée, donc vous pourrez relire tout ça plus tard. Mais en fait, moi, je voulais parler des mythes de faire des serveurs, des backups serveurs ou des backups VM. Moi, je parle à des clients depuis toujours. Je dis, bon, les backups Business Objects, vous faites quoi? Ah, nous, on est bon parce que nos VM, on a des backups de toutes nos VM. Bon, ben, tant mieux. Évidemment, c'est un minimum. J'espère que vous avez des backups de vos VM. Mais est-ce que c'est suffisant? Et dans la plupart des cas, ce n'est pas suffisant. Donc, moi, ce que je voulais juste expliquer là-dessus avant de passer à la suite, c'est que si vous êtes une compagnie où vous avez un seul serveur, donc vous n'êtes pas en cluster, vous avez un serveur, sur un serveur, vous avez évidemment le logiciel Business Objects installé, vous avez le référentiel de la système database, vous avez la base de données d'audit, vous avez le file store, donc vous avez tout installé sur le même serveur et vous êtes prêt à perdre
une certaine quantité du contenu. Donc, repensez à votre RPO de tout à l'heure. Donc, avoir des backups de cette VM est probablement une solution suffisante pour vous. Parce que, bon, je vous donne un exemple, mais la VM, c'est les backups tous les jours à 4 heures du matin. Si la VM tombe à 2 heures d'après-midi, bon, ben, parfait, vous avez un backup, vous faites une restauration, mais tout ce qui a été créé entre 4 heures du matin et 2 heures de l'après-midi sera perdu. Donc, si vous êtes prêt à avoir cette perte de données, ben, tant mieux. Faire des backups de vos business objects, de vos serveurs, c'est suffisant. Mais si la perte de données n'est pas acceptable ou pas acceptable pendant cette durée de temps, du coup, ben, les backups, c'est pas assez. Donc, il faut penser à d'autres choses. Donc, l'autre chose, le deuxième point qui est peut-être plutôt la vraie vie, c'est que vous avez, on va dire, un serveur Business Objects, mais le référentiel système est sur une base de données externe à votre serveur. Donc ça, je pense que la plupart d'entre vous, ce sera une configuration comme celle-là. Si vous êtes en mode cluster, cluster de Business Objects, la base de données sera nécessairement à l'extérieur de ce Business Objects, une autre base de données. Le file store sera ailleurs aussi, sur un répertoire réseau partagé. Donc là, faire le backup de votre serveur, ce n'est pas suffisant. Et là, c'est ce qu'on a vu dans le sondage. Il faut faire des backups des serveurs Business Objects, il faut faire des backups du référentiel système, de l'audit, du file store, et tout ça doit être fait d'une façon synchronisée. Parce que je ne peux pas récupérer un backup serveur SP7 alors que mon référentiel est en SP8. Bon, c'est peut-être un peu rare, mais pensez si vous avez des backups qui ont échoué. Ou je ne peux pas avoir un référentiel base de données de la nuit dernière, mais le file store d'il y a 5 minutes. Parce que du coup, ben, il va y avoir des objets qui ne seront pas référencés dans l'un ou dans l'autre. Donc, tout doit être synchronisé et restauré ensemble au même moment. Et encore une fois, ben, il y a la perte de données, comme pour le premier point. Donc là, je vais rentrer dans le détail après, mais donc, la meilleure solution, à mon avis, c'est d'avoir un plan de secours pour couvrir tous les scénarios. Donc, pas seulement les scénarios très graves où on perd un data center, où on perd les serveurs, mais également d'avoir une solution pour pouvoir faire de la restauration et peut-être aussi même de la réplication incrémentielle de vos serveurs Business Objects. Donc, qu'est-ce qui arrive si je ne peux pas perdre 1 heure de données ou je ne peux pas perdre 5 heures de données parce que mes backups, mais c'est un problème parce que mes backups sont faits une fois par jour. Donc, voilà. OK, donc dans Business Objects, donc à gauche, on voit qu'est-ce qui est possible de faire comme sauvegarde. C'est les options que vous avez vues dans le sondage. Donc, je peux faire des LCM beer files. Donc, ça marche comment? Je vais dans le Promotion Management, dans la CMC, je prends l'Upgrade Management Tool. Bon, il y a différentes solutions, mais c'est une action manuelle de vouloir sélectionner du contenu en manuel. Bon, je pourrais même le faire en ligne de commande hein, aussi, mais bon, c'est quand même plus dur pour avoir toutes les dépendances et s'assurer que tout est là. Mais bon, c'est quelque chose qui est manuel, c'est là. Et ceux d'entre vous qui utilisez cette méthode, vous savez que c'est pas très fiable. C'est des fichiers qui sont souvent corrompus, souvent qui ne marchent pas. Et puis sinon, comme je viens de l'expliquer, ben, vous faites les bases de données. Donc, il faut parler aux administrateurs de bases de données, il faut parler à l'infra ou à l'informatique, probablement pour faire des backups du file store et de vos VM. Bon, donc voilà. Vous pensez, donc vous dites, nous, par rapport à mon MTD, le RTO, le RPO, tous ces termes qu'on a parlé tout à l'heure, je suis couvert, j'ai mes backups. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand c'est le temps de faire une restauration? Et ceux d'entre vous ce matin qui ne sont pas dans l'équipe informatique, qui font partie des business units, c'est important de questionner ces personnes qui vous disent qu'ils ont des backups de tout, parce que qu'est-ce que vous devriez faire s'il y a une restauration? Donc cet après-midi, à 2 heures, quelqu'un efface son dossier personnel, fait une corruption
des univers. Donc, l'univers, elle est encore dans le système, mais elle ne marche plus. Il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant une promotion, pendant une mise à jour. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, si ça donne que vous l'avez dans le LCM beer file, tant mieux. Alors, du coup, c'est vraiment très simple. Vous pouvez le remettre. Si vous ne l'avez pas dans le LCM beer file, ben, vous pouvez tout restaurer de vos backups, restaurer les serveurs. Mais bon, pour récupérer cet un objet, vous allez tout perdre ce qui a été fait pendant le reste de la journée. Donc, ce n'est pas acceptable. Vous pouvez dire, bon, je vais faire une restore sur un autre serveur qui est sur un autre site ou bac à sable ou peu importe. Très bien aussi. Le problème, c'est que faire cette restauration, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, ce serveur, dépendamment de votre configuration réseau, aura très certainement un autre serveur différent. Donc, le SIA, ça ne marchera pas. Donc, il y aura une certaine reconfiguration à faire pour remettre ce nouveau serveur en marche. Et puis ensuite, pour faire une promotion manuelle de cet univers ou de ce rapport, de ce bac à sable vers votre environnement de production. Vous imaginez que faire une restauration sur un autre serveur, sur un autre site, c'est pas quelque chose qui prend 5 minutes et qui est facile à faire non plus. Donc, il faut avoir des connaissances informatiques et Business Objects assez avancées quand même. Il faut s'assurer que tout est disponible de façon synchronisée. Donc, c'est lent, et c'est risqué et il y a très haut risque de perte de données. Donc, c'est important de vous poser toutes les questions par rapport aux principes, par rapport à vos recovery time et pertes acceptables. OK. Bon, donc, ben, nous, on travaille pour 368. Donc, évidemment, on a une solution pour vous aider. Donc, premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on ne propose pas que vous arrêtiez de faire vos backups VM. Les backups VM, ça reste quand même la solution importante pour certains scénarios. Mais pour d'autres scénarios, je disais, la meilleure solution, c'est de aussi avoir une solution pour faire des sauvegardes incrémentales et puis pour vous aider à faire de la réplication d'environnement, peut-être ce que vous voulez faire, mais encore une fois de façon incrémentale, de pouvoir faire du retour en arrière quand il y a un problème et d'avoir une corbeille complète. Donc, nous, avec 360+, on vous donne la possibilité de faire des backups complets de tout le contenu Business Objects, donc les utilisateurs, les groupes, la sécurité, les rapports, les univers, tout. S'il y a un problème, on vous permet de récupérer seulement, donc c'est une page web très simple qui tourne sur son propre serveur ou le même serveur que Business Objects, où vous pouvez récupérer tout ce qui a été non seulement effacé. Bon, Business Objects a une corbeille pour certaines choses, pas pour tout, pas pour les dossiers personnels, par exemple. Nous, notre corbeille, elle comprend tout, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a si un document qui est corrompu? Business Objects n'a pas de corbeille pour un document corrompu. Donc, nous, on peut revenir en arrière sur un document qui existe toujours dans Business Objects, mais on veut revenir sur une version antérieure. Et toutes ces sauvegardes et tous ces environnements sont faits de façon incrémentale. Donc, si vous avez un autre serveur sur un autre site qui sert de votre disaster recovery ou vous souhaitez simplement avoir des backups, lorsque le backup tourne, on récupère uniquement les données qui ont été créées ou changées depuis le dernier backup. Ce qui veut dire que vous pouvez faire tourner 360 plusieurs fois par jour pour réduire le RPO. Donc, si vous avez 360 qui tourne tous les 2-3 heures, par exemple, le RPO devient 2-3 heures et ce n'est plus la nuit d'avant, par exemple. Donc, voilà, c'est comment réduire le RTO, le RPO et comment faciliter la tâche. Encore une fois, c'est juste une interface web. En termes de formation, de documentation, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd. Et donc, quelques liens pour approfondir le sujet. Je parlais tout à l'heure d'organismes de normalisation qui donnaient quelques préconisations. Vous vous souvenez sur les entreprises essentielles qui doivent être capables de restaurer
leur système donc dans les 12 heures et qu'il soit viable pendant 30 jours. NIST en fait partie, donc National Institute of Standards and Technology, qui a publié en fait quelques lectures sur le sujet qu'on vous invite à consulter. Et on a également quelques contenus sur le site 360 sur lesquels on vous a mis les liens ici, notamment sur beaucoup de liens sur les backups avec 360+, qui vous permettront d'approfondir ce que Patrick vient juste d'expliquer avec les sauvegardes incrémentales, les rollbacks et la corbeille. Voilà. Donc, comme Patrick vous l'a dit et comme je vous l'avais dit aussi au début, on va vous faire parvenir ces slides, donc vous aurez les liens et tout ce qui va bien. Oui, et puis je vous invite surtout le lien dans le milieu, le 368, sur comment UCLA, bon, c'est en anglais, hein, mais c'est un de nos clients aux États-Unis qui ont fait une présentation de leur solution de secours, Business Objects, avec ESOM 368. Donc, une présentation qui ne vient pas de nous, mais vraiment de un de nos clients. Donc, une très bonne présentation. Voilà. Très rapidement, bon, pour ceux qui connaissent 360, vous le savez déjà, on a beaucoup parlé de backup et de restauration aujourd'hui, mais 360, c'est une suite de modules qui permet de répondre à beaucoup plus de cas d'usage, hein. Donc on est capable d'intervenir sur les mises à niveau, les migrations, si jamais vous voulez migrer, d'automatiser vos tâches, de réduire vos coûts, etc. Donc on a un panel comme ça de produits et de solutions qui peuvent répondre à tout ce que vous avez à l'écran ici, en plus de tout ce qu'on a dit sur les backups et les restaurations. Super. Alors, quelque chose de très important ici, on sait que bon, vous êtes tous au courant, on traverse un peu une période difficile en ce moment dans le monde entier, donc 360 souhaite vous accompagner et vous aider dans cette période. Donc on a mis en fait à disposition ce qu'on a appelé un pack Covid, qui est ni plus ni moins que deux outils de notre suite, hein, qui sont 360 Plus et 360 Live, qu'on propose de mettre à disposition tout à fait gratuitement et sans obligation. C'est très important pour une période donnée, donc la période de crise que nous traversons, qu'on vous propose de vous mettre à disposition. Donc si ça vous intéresse, on a un petit sondage juste après. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter, vous mettre à disposition ce pack Covid-19, entre guillemets. Voilà. Et donc, comme je disais, est-ce que ça nous intéresse de le savoir, par contre, pour qu'on puisse se mettre en contact avec vous? Est-ce que vous voulez tout simplement profiter du pack? Donc, je vous laisse le soin de répondre. On ne partagera pas forcément les résultats, mais voilà, si ça vous intéresse ou même que vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter et on vous informera avec plaisir. OK. Merci, Moufid. Je vais fermer le sondage dans quelques secondes. On va passer aux questions et réponses très vite maintenant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire part. Donc, voilà, il faut que je clique ici pour accéder. OK, donc, Moufid, tu veux y aller avec la première question? Alors, hop, laisse-moi le temps d'ouvrir les questions. Alors, j'arrive pas à les ouvrir, Patrick, donc vas-y, désolé. Okay, je vais fermer le sondage, d'accord? Donc, en fait, une question, c'est par rapport aux différents scénarios Moufid, on nous demande lequel, si c'est vraiment si fréquent que ça, que des utilisateurs, par accident ou pas, effacent du contenu Business Objects. Si ça arrive vraiment ou si c'est juste un mythe.
Moi, je peux répondre, mais vas-y. Oui, oui, vas-y. Je te Pardon. passe ça. OK, bon, mais écoute, oui, comme j'en parlais tout à l'heure, bon, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais du Business Objects. Euh, Ça arrive vraiment, vraiment tout le temps. Quelqu'un qui fasse du contenu personnel, c'est de plus en plus un problème avec ce mode self-service. Euh, je ne sais pas si vous avez vraiment des environnements de dev, test, production et vous faites vraiment un vrai, une vraie promotion du contenu avec les vrais tests et tout, mais moi, je vois beaucoup de compagnies qui, malgré ont des environnements de dev et test, font beaucoup de création, de modifications en production. Ça augmente les risques. Euh, c'est pas sûr que vous ayez un backup de l'objet, que vous l'ayez fait manuellement ou pas. Donc oui, ça arrive vraiment fréquemment. Et malgré qu'il y a une corbeille dans Business Objects, la corbeille, c'est que sur le contenu public et c'est seulement si le contenu a été manuellement effacé. Ça ne couvre pas le contenu personnel et ça ne couvre pas le contenu qui a été ben, modifié, mais modifié d'une façon qui rend l'objet, oui, je vais l'appeler corrompu, qui fait plus ce qui est supposé faire. Donc, voilà. Euh, il y a une deuxième et bon, dernière question parce on est vraiment, on est vraiment débordé en termes de temps. C'est par rapport au backup VM. Donc oui, j'ai parlé beaucoup que faire des backups, c'est pas suffisant. Je le répète, il faut continuer à faire des backups de vos VM. Il faut continuer à faire des backups de vos référentiels système et file store. Mais je vous invite à communiquer avec vos équipes informatiques en interne à savoir s'ils ont vraiment les étapes et s'ils ont vraiment testé, hein, s'ils sont vraiment capables de récupérer un serveur qui ne marche plus ou du contenu effacé dans le temps que vous le souhaitez. Donc, si pour vous, il y a quelqu'un du monde dans son sondage tout à l'heure disait entre 12 et 24 heures, je pense, ben, si votre informatique dit oui, on est capable de tout remettre en 24 heures, très bien. Mais il faut s'assurer de ce qu'ils vont remettre, si ça inclut de la perte de données ou pas. Donc, ayez ces conversations entre vous en interne. Le temps de récupération, le, euh, le temps ou la fenêtre où les données seront perdues par cette récupération, et puis vous voyez si c'est acceptable ou pas. Si ce n'est pas acceptable, il faut revoir vos procédures. Et si les procédures que vous mettez en place ou les demandes que vous avez ne marchent pas avec ces procédures, ben, n'hésitez pas à nous contacter 360 plus et l'outil qui vous aidera. Donc voilà, OK, ben Moufid, Donc c'est il me tout ce reste que plus j'ai. qu'à vous remercier. Merci Patrick pour ta présentation. Donc on va mettre fin maintenant à ce webinaire. Je vous rappelle juste rapidement que à la fin de ce webinaire, quand on va le fermer, vous allez avoir un petit sondage. Vraiment, si vous pouviez y répondre, ça nous aiderait grandement. Et c'est un sondage, encore une fois, qui prend moins de 10 secondes. Il y a vraiment 2 ou 3 questions et ça nous aiderait à nous améliorer pour les prochaines sessions. Voilà. Merci à OK, tous pour votre bonne participation. journée. Merci Patrick. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.